Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir Romain Verger. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois à l'occasion de la sortie en fait d'un texte, puisque tu étais déjà venu pour les dystopiales. Tout à fait. Et on l'évoquera sûrement tout à l'heure, puisque c'est un petit festival qu'on fait 3 fois par an de fantastique et de science-fiction. Et il y a toujours, c'est traditionnel, un auteur qui n'appartient pas au genre science-fictif, qui se glisse en fait dans les invités, pour le plus grand bonheur en fait des participants. Et c'est jamais choisi par hasard évidemment. Et l'œuvre de Romain à cette époque, enfin et encore aujourd'hui, entretient des liens sympathiques et parfois compliqués avec le fantastique et la science-fiction. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et donc après ces 4 romans que nous on avait beaucoup aimés, donc les 3 chez Quidam, Zone Sensible, Forêt Noire et Grand Ours, et puis celui au Vampire Actif, Fission. Donc on a ce soir un recueil de nouvelles, donc qui paraît chez L'Ogre, qui est également un éditeur qu'on apprécie beaucoup. Et donc ce recueil de nouvelles, bon, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, d'autres vous allez voir que c'est quelque chose d'assez miraculeux. Donc moi j'avais une première question. Justement, c'est un recueil de nouvelles, hein, il vient après 4 romans, c'est une écriture qui est assez différente, hein, qui se nourrit bien entendu de tout ce qui a été fait avant, dans lequel moi j'ai senti que cette qualité de poésie en fait qu'il y a dans ta prose était à un niveau encore supérieur. Hein. Alors supérieur, ça donne une idée de jugement de valeur, mais enfin c'est quand même ça, enfin encore plus forte, encore plus puissante. Et donc je me demandais comment en fait était né ce recueil. Est-ce qu'il avait été facile ou difficile à produire, à écrire, et comment tout ça s'était fait, quoi. Non, mais je suis bien debout là. Le recueil, alors au départ, il y a 2 ou 3 nouvelles de l'ensemble, hein, sur les 9 que compte ce livre, que j'avais écrites en 2011. C'est pas assez fort au fond, si. En 2011-2012, qui était issu d'un séjour que j'avais passé en Bretagne. Du côté de Ploumanac, hein, il en est question justement de toute cette côte qui est marquée par ces amoncellements rocheux. Voilà, j'avais eu, à force de me promener au milieu dans ces paysages presque lunaires ou martiens et faits de monolithes étranges, il en était né assez rapidement d'ailleurs 2 ou 3 nouvelles. Certaines avaient été publiées dans des revues, Le Visage Vert ou le Black Herald. Et puis après, bon, j'en ai pas écrit d'autres. Et puis les éditions de Log, donc Benoît et Aurélien, m'ont contacté. C'était maintenant il y a 2 ans, au moment où ils lançaient leur maison d'édition, et ils auraient bien aimé avoir un roman. Et moi, je n'en avais pas. Et puis j'avais des projets professionnels qui étaient assez contraignants, pour lesquels j'avais décidé de mettre l'écriture un petit peu de côté. Et je leur ai dit, voilà, j'ai quelques nouvelles, moi ça m'intéresserait d'en écrire d'autres, si l'aventure vous tente, moi je suis prêt aussi à essayer. Donc c'est ce travail-là, enfin voilà, la difficulté ça a été à la fois j'avais ce grand désir de mener à bien ce recueil, de l'écrire, la difficulté venait aussi du fait que les premières nouvelles dataient de 2011-2012, que nous étions en 2014-2015, que du temps était passé, et que je voulais quand même, ce qui m'intéressait dans l'idée de faire un recueil, c'était non pas qu'il y ait une unité sur l'ensemble des nouvelles, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de ce livre, mais qui est quand même quelque chose qui circule de l'une à l'autre et qui est quelque chose d'un peu qui traverse l'ensemble. Et donc voilà, donc j'ai travaillé donc ces 2 dernières années sur les 7 ou 6 autres nouvelles du recueil. La nouvelle, moi je lis des nouvelles, hein, l'une des questions que je me posais quand je l'écrivais, c'est ce qui a été difficile. Bon, c'est vrai que l'écriture, je passe quand même pas mal de temps sur mes textes, mais en étant lecteur de recueils de nouvelles, souvent j'avais le sentiment que
voilà, on est tous comme ça, les lecteurs de ce recueil y compris. Voilà, il y aura des nouvelles qui leur plairont plus que d'autres. Et moi, c'était pareil. Quand je lis un recueil de nouvelles, souvent, voilà, il y a 2, 3, 4 nouvelles que j'aime beaucoup, et puis d'autres qui me laissent un peu plus distant, qui me laissent un peu plus à distance. Et donc, la difficulté pour moi, voilà, on a envie toujours de faire ce qu'il y a de mieux, et donc je me disais, voilà, est-ce que cette nouvelle que j'ai écrite, elle est aussi puissante que les autres, et donc c'était un petit peu ce combat-là que j'ai essayé de mener, pendant ces deux années. Et alors, pour ce qui est de l'écriture, effectivement, il y a il est vrai que j'ai une écriture qui est assez dense. Et à l'échelle d'une nouvelle, ça réclame finalement, enfin, j'avais le sentiment que ça réclamait encore plus de densité. Parce on a peu d'espace et qu'il faut en quelques pages, en 10, 20, 30 pages au maximum, arriver à développer et dérouler un récit. Donc, c'est ce qui explique peut-être, je sais pas, moi, j'ai pas de recul par rapport à ça, mais le sentiment que tu as de ce surcroît de densité vient peut-être aussi de cette forme-là qui exigeait qu'il faille encore resserrer davantage. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était flagrant. Enfin, ça s'est imposé de nouvelle en nouvelle, hein, parce que bon, il y a aussi une question de composition sur laquelle on aura sûrement l'occasion de revenir, mais par rapport aux 4 romans, y compris un Fission, qui est effectivement d'une écriture un peu différente par rapport aux 3 parus chez Kidam, mais moi j'avais le sentiment, enfin je m'étais dit hein, au bout de quelques lectures que vraiment ouais, l'écriture de prose de Romain Verger enfin, était extrêmement poétique. On ne me demande pas de définir ce que j'entends par là, mais enfin il y a vraiment une qualité de choix des termes, de rythme, de musique en fait de la phrase qui était flagrante. Mais ça s'imposait au niveau de la page ou de la phrase. Et puis en lisant les premières nouvelles de Raviv, et puis de façon croissante en avançant dans le recueil, puis là c'est plus au niveau de la page, c'est vraiment dans chaque phrase, voire dans chaque membre de phrase, il y a vraiment une densité de sens, de musique extraordinaire. Oui, alors c'est peut-être aussi une maladie, hein. La maladie effectivement enfin qui consiste à vouloir non pas que il y a des phrases dans mes nouvelles et y compris dans mes romans, et des phrases tout à fait banales ou tout à fait simples ou de construction extrêmement sobre, mais oui, je suis un peu un acharné de la forme, un acharné du style, et parce que je crois qu'en fait, c'est aussi dans ce travail-là, dans ce travail de la langue et de la phrase, que naissent des perturbations qui sont des perturbations d'ordre fantastique ou poétique, et que je recherche ça précisément. Donc, alors voilà. Après, il faut pas sombrer non plus dans l'excès, mais en tout cas, je pense que voilà, enfin, j'y suis très attaché. On va peut-être écouter un premier extrait. Ouais. Donc c'est un extrait d'une nouvelle qui s'intitule Ploumanac, hein, donc qui est un titre particulièrement explicite. D'une curiosité comparable à la chaussée des géants qui s'étend à l'extrémité septentrionale du plateau d'Antrim, se succèdent tout au long de la côte de Ploumanac à Trégastel de tels amoncellements de roches qu'on se prend à rêver de la théogonie d'Hésiode, à y reconnaître la scène où se joua et se déchaîna le chaos qui précéda la venue des titans et des dieux. Qui s'aventure sur cette lande minérale ressent les vibrations de lointains entrechocs, de prodigieuses masses d'énergie dont le corps se charge à chaque pas posé sur ces géants de granit. On y crapahute parmi les morceaux d'astres et d'étoiles, fragments de planètes pulvérisées que des millions d'années d'incessantes marées ont patiemment polies. Loin de s'être assoupis dans le bercement continu des cycles lunaires, ces mégalithes se sont peu à peu armés de boucliers ornés de lichens aux figures tribales, caparaçonnés de patelles et de litorines et camouflés sous d'épaisses chevelures de varech. Comme la mer était basse, c'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Abandonner la voiture au pied de la maison claquemurée derrière ses volets écaillés, descendre sur la plage de Covadis, gagner les premiers rochers et plonger les mains dans la gluance. Je l'avais souvent vu faire dans mon enfance, sur cette même plage, par des femmes dont le rituel m'était d'abord demeuré sibyllin. Dès que la mer descendait, elles prenaient d'assaut les premiers rochers découverts, s'accroupissaient contre leurs flancs noirs et gluants et brassaient les goémons d'un geste ample et rodé. Ces femmes m'impressionnaient car ne dépassaient souvent du roulis que leurs croupes qui brimbalaient et ondulaient en rythme. Je n'ai compris que plus tard qu'elles en décrochaient ainsi les bigorneaux noirs, les plus appréciés,
que je retrouvais à table le soir et dont je voyais ma mère, en experte animée d'une patience infinie, extraire le tortillon glaireux de sa coquille et le gober. Avant d'en saisir la finalité gastronomique, combien de fois étais-je passé de l'un à l'autre de ces monstres de pierre, plongeant le bras dans le profond varech pour atteindre la roche humide et la caresser de mes mains. Je m'attendais à sentir leurs tempes battre sous mes paumes et les voir se lever pour livrer bataille. Sans doute prenais-je les glissades de bigorneaux et les culbutes de minuscules poissons surpris par la marée, dont la vie ne tenait qu'à quelques gouttes d'eau prisonnière des algues, pour d'autres signes de vie, émanant de la pierre même, comme la possibilité d'un miracle élémentaire. Inhabitée depuis 2 ans, la maison était humide et froide, le sol parsemé de crottes de rats et de paquets de pâtes et de riz pleins de mythes. Mais je me sentais déjà renaître un peu, à une éternité de Paris, de l'agence et des nuits passées à écrire à la maison, retrouvant le grand temps où plus rien d'humain ni de personnel n'a d'importance, où le corps cède l'initiative à la geste minérale et aux tonitruances de l'océan. J'ai passé la soirée dans le canapé à écouter de vieux vinyles de musique classique de mes parents, en sirotant une bouteille d'eau de vie et en faisant danser les flammes dans la cheminée. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. J'ai veillé au feu jusqu'à l'aube. Il aura bien fallu 15 bûches tirées du vieux chêne abattu par la grande tempête pour la traverser tout entière et passer le flambeau au soleil. Bon, je trouve cette nouvelle, elle est particulièrement emblématique d'une chose moi, qui me frappe dans ton écriture, alors équivalable, alors pas à un niveau égal évidemment suivant les romans, suivant les nouvelles, mais qui est très fort, euh, en particulier dans Forêt Noire, mais même aussi dans Fission, et là, dans Le Château, dans Danvor, dans Ploumanac, qu'on a entendu, dans Les Hommes Soleil, dans Le Dernier Homme, ou dans Hampton, c'est vraiment une capacité à faire vivre une géologie, une géographie, un paysage, et à s'en emparer et à lui donner un rôle presque à part entière. En fait. Et ça fait de façon discrète. Enfin, il n'y a pas de manifeste géolittéraire, hein, mais vraiment, il y a quelque chose qui surgit de la pierre, qui surgit des arbres, bien entendu, dans Forêt Noire, mais là, sur ces nouvelles, c'est particulièrement flagrant, enfin, avec l'effet de densité peut-être en plus. Et je me disais, enfin, voilà d'où ça procédait, cette capacité d'appropriation du paysage. En fait. Alors, je pense que ça procède d'abord de l'observation des paysages. J'adore observer les paysages. Je peux passer des heures à les regarder parce que ils font sens et que on peut, j'adore en fait les attitudes contemplatives. Donc, il suffit que je sois devant un beau paysage et je peux tout à fait le regarder pendant longtemps et me laisser imprégner par lui. Et à partir de ce moment-là, il y a un dialogue qui se crée. Que ce soit des paysages, souvent c'est vrai que dans Zone Sensible, et y compris dans celui-ci, ce sont des paysages plutôt côtiers, marins, aquatiques. Parce que il est vrai que ce sont des paysages qui m'ont beaucoup marqué, surtout dans l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, que j'aime fréquenter. Et pour le reste, je pense que ce ne sont pas vraiment des inspirations littéraires. Ce serait davantage visuel. Ça toucherait peut-être plutôt à la photographie ou à la peinture. Il est vrai que j'adore la peinture romantique. Les paysages romantiques me touchent énormément pour voilà, pour leur fort contraste, leur violence et ce qui nous renvoie effectivement de nous-mêmes et de nos états d'âme. Et puis peut-être pour ce qui est de la géologie, il est vrai que depuis très longtemps, j'ai commencé par écrire de la poésie pendant une petite dizaine d'années, où j'en publiais, où j'avais publié un recueil de poèmes qui est consacré aux pierres, puisque ça s'appelait Premier don de la pierre, et c'était inspiré de la grotte Chauvet, mais très régulièrement, enfin j'ai écrit beaucoup de textes qui étaient inspirés des pierres, parce que les pierres me parlent beaucoup en fait. Alors, je pense que ça vient aussi de ce compagnonnage de la poésie par exemple de Guy Vic ou de Caillois dans l'écriture des pierres. Enfin, je crois vraiment que c'est le fait d'avoir lu. Il y a eu vraiment pendant une dizaine d'années, j'ai presque, je sais même pas si j'ai lu un ou deux romans. Enfin, j'en lisais très peu en fait. Hein. Je lisais énormément de poésie parce que j'en écrivais. J'avais besoin de fréquenter cette langue-là.
Et dans la poésie, effectivement, la poésie donne vie aux éléments, aux pierres, elle les fait parler. Guy Vic, pour ça, est extraordinaire lorsqu'il parle des pierres. Euh, Il y a un lien particulièrement fort. Donc je pense que c'est plutôt de ça, en fait. De la même façon, quand je me suis intéressé à la grotte Chauvet, c'était à la fois pour les fresques de la grotte, mais c'était aussi pour ce que les pierres avaient derrière elles, enfin ce qu'elles avaient dans leur profondeur. Et comme si finalement ces peintures-là n'émanaient même pas d'hommes, mais qu'elles étaient aussi un message venu des pierres et de cette profondeur minérale. Donc il y a, je crois vraiment que il y a une dimension fantastique. Enfin, l'une des dimensions fantastiques de mon écriture vient de ce rapport étroit que j'ai noué, un peu moins aujourd'hui, mais que je continue à nouer avec la poésie, que ce soit Michaud, auquel j'ai consacré pas mal d'années, ou Dubouchet, ou Dupin. Enfin, sont des auteurs qui me parlent énormément et qui sont ancrés dans la matière et qui font parler la matière et qui lui donne une âme et une vie. Donc, je pense que ça vient plus de ça. Ouais, je trouve qu'il y avait effectivement enfin, cette densité, enfin, donc du minéral et du végétal qui font paysage, qui font géographie, hein, presque, mais qui font ça de façon très discrète. Et c'est vrai que, enfin, à la lecture, et c'était flagrant dans le recueil, c'était déjà vrai dans les romans, mais je trouve que moi ça m'évoquait deux auteurs. Bon, l'un qui est proche de la poésie, parce que c'est un grand lecteur de poésie, qui est Julien Gracq, l'autre en revanche qui l'est beaucoup moins, qui est Eric Faye, même s'il en fait également. Mais dans cette capacité, je trouve à chaque fois à s'emparer en fait d'un paysage et à le décrire presque mine de rien. C'est-à-dire qu'il y a une extrême précision de la langue, enfin, justement, donc cette précision qui donne de la réalité, du concret, qui ancre les choses, et en même temps, c'est un peu à l'insu du processus de lecture que ce paysage devient en fait un porteur d'atmosphère, un porteur même d'intrigue, éventuellement. Bon, je pense que c'est flagrant pour le château, par exemple, hein, où on peut dire, enfin, moi je trouve que le paysage est un protagoniste à part entière. Enfin, ce paysage, mais en plus après, moi pour des raisons personnelles qui m'est particulièrement familier, c'est effectivement le paysage des chaos rocheux des plages bretonnes. Il l'est aussi dans Les Hommes Soleil. Voilà. Et particulièrement, effectivement, avec le poids du désert, de la zone aride. Et je trouve que c'est effectivement mais c'est fait avec beaucoup d'élégance, hein, de discrétion. Il n'y a pas, enfin, on dit pas attention. Top, voilà la description, c'est très insidieux en fait. Enfin, il y a beaucoup de choses insidieuses, hein, de toute façon, ce que tu fais, mais ça on y reviendra. Du coup, peut-être un autre extrait. Bon, cette fois dans un paysage assez différent. Alors, cet extrait de l'année sabbatique, c'est un moment important, mais qui finalement est un peu décroché de ce récit-là. Euh, Quand j'ai sélectionné des extraits à lire, la question que je me posais, c'était à la fois, voilà, est-ce que je choisis les textes qui sont les plus intéressants pour la lecture ou au risque de dévoiler la fin de certains textes. Finalement, j'ai préféré quand même choisir l'autre solution pour vous laisser découvrir ces nouvelles. En revanche, celui-ci, voilà, c'est un texte qui est assez tendu, avec une tension importante, mais qui ne résout pas le récit, et donc je vais vous le lire. Tu aperçois son petit corps de plume qui brille sous le clair de lune, couché à plat ventre au pied d'un arbre. Tu t'approches, te penches sur lui, tu examines les brûlures qui meurtrissent son dos et les déchirures que les branches ont infligées à ses ailes. Tu le retournes doucement sur le flanc, fouilles son plumage, et sens battre un cœur qu'il te semble tenir tout entier dans ta main. Et tu mesures aussi combien la nuit doit être chaude là-haut dans le ciel, incomparablement plus chaude que les nuits chaudes d'ici-bas. Tu le prends dans tes bras, mais il se débat, tente de déployer ses ailes pour t'échapper et pointe vers toi les plumes de sa houppe. Il te fixe de ses yeux écarquillés de terreur, et pousse des cris stridents entrecoupés de ululements. Tu lui parles doucement, caresse sa tête comme tu le ferais d'un enfant pour l'apaiser, mais ses cris redoublent dans la nuit, toujours plus perçants, toujours plus déchirants, et il braque du cou et de la tête pour te mordre, et redresse sa crête sous ta paume, hérissée de plumes effilées comme des lames. Tu avances malgré tout, en te disant qu'il finira par se calmer, par comprendre que tu ne lui veux aucun mal, que tu ne le ramènes à l'appartement que pour le soigner, le choyer, et que tu le relâcheras lorsqu'il sera de nouveau en état de voler. Mais il s'agite de plus belle entre tes bras, gonfle son jabot, pointe sa houppe vers toi, te lacère les hanches de ses griffes et te menace de ses dents acérées.
Tu ne le lâches pas. T'accroches à ce petit être qui ne veut pas de toi, qui ne veut pas être sauvé, sauvé par toi qui ne veut pas te sauver à travers lui qui ne le veut pas, qui te refuse de tous ses ongles, de toutes ses dents et de la pointe et du tranchant de sa houppe encore ne veut pas, et de toute sa force te refuse, refuse tes mains, tes gestes, tes mots, qui ne fait que cracher, crier et refuser ton secours. Ta fièvre n'en finit plus de monter, avec la frustration, ton sang de s'échauffer et de s'aigrir. Tu as l'affreuse sensation que les choses t'échappent, bien que tu veuilles, toi, de toute ta chair, que son corps se soumette à cette idée fixe que tu t'es mise en tête de le sauver, à tes mains nouées autour de lui, raides et recroquevillées comme des cerfs, et que tu ne peux plus rien faire d'autre pour qu'il se taise que de le tuer. Alors tu fais demi-tour et tu descends la rue, et la nuit jusqu'au quai, la sueur, les larmes et le sang coulent le long de tes bras, des trottoirs et caniveaux, dévalent avec toi vers l'eau noire du canal, et ton corps est si tendu, si vexé, que tu ne sens rien des labours qu'il creuse dans tes chairs. À peine un grattement sourd dans tes hanches. Tu longes le quai en serrant comme un fou ce petit corps qui ne veut rien savoir, qui ne fait que cracher, criailler et te lacérer. Tu ne supportes plus de l'entendre, de le voir se débattre, et sa résistance pourtant ne fait que redoubler. Alors tu t'agenouilles, tu le plonges sous l'eau, et son corps de plume s'enfonce dans le fleuve noir, s'alourdit comme du plomb au bout de tes bras tétanisés, et se détend peu à peu. Tu n'entends maintenant qu'un gémissement sourd noyé dans le bouillon, que n'agitent plus que de pauvres contorsions. Et bientôt, tout se fige dans la nuit, le sang et la sueur à tes flancs, et la scène pétrifiée tout autour de tes mains. Ce que tu disais enfin, est très juste, je trouve que c'est assez frappant parce que dans beaucoup de recueils de nouvelles, y compris des recueils que j'aime beaucoup, il y a, quand on organise que ça soit des notes de lecture ou des rencontres autour, c'est compliqué parce que beaucoup de nouvelles, si on lit quelque chose qui n'est pas dans la première page, on est déjà rentré dans un processus de spoil assez massif. Alors bon, ce dont on a particulièrement horreur dans cette librairie, mais de façon générale, évidemment, vis-à-vis des lectrices et des lecteurs, je pense que c'est très vilain, quoi, les spoils. Et c'est difficile sur des nouvelles de ne pas le faire, et je pense que tes nouvelles, y compris les plus courtes, les 3 nouvelles bretonnes qui font 7-8 pages, alors je les appelle les nouvelles bretonnes, c'est un abus de langage, mais bon, le château Ploumanac et d'Anvor, bien qu'elles soient courtes, en fait, on arrive effectivement à trouver des plages qui ont leur propre densité, qui sont autoportées, et qui alimentent l'intrigue, mais ne la dévoilent pas. Et ça, il y a aussi, au-delà de l'écriture, il y a un art de la composition, je trouve, qui est assez, qui est assez fort. Enfin, c'est-à-dire que bon, moi, effectivement, bon, souvent les nouvelles, on a défini l'art de la nouvelle comme un art de la chute. Enfin, il y a ça. Effectivement, c'est extrêmement plaisant. J'aime beaucoup moi-même avoir une sorte de claque à la fin d'une nouvelle quand j'en lis moi-même. Alors, c'est pas vraiment le cas dans ces nouvelles-là. Il y en a quelques-unes, mais en fait, ce sont des claques qui sont moins d'ordre narrative que des dépassements qui se font par la langue, où je cherche véritablement un dépassement, une sorte d'expérience un peu qui est proche de la transe par l'écriture, et par laquelle j'essaye d'emporter aussi mon lecteur dans la fin de dans la chute de ces nouvelles. Et alors c'est vrai que ça fonctionne aussi comme ça, comme une sorte de crescendo qui est voilà, stylistique ou langagier. Ouais, c'est spectaculaire parce qu'effectivement, bon, certaines nouvelles enfin, je vous rassure, en tout cas, certaines nouvelles ont des chutes extrêmement puissantes et narratives. Mais d'autres, effectivement, dont c'est pas l'accent, ont une espèce de vague en fait qui porte et qui est effectivement une vague du langage et de qu'est-ce qui est en train de se passer en fait en termes d'écriture, et qui sont tout aussi une sorte de folie du langage, une folie de la langue, qui prolonge la folie des personnages, bien sûr. Alors, dans un registre assez différent, et là il n'est pas question justement d'inspiration, de résonance ou d'influence qui est tout autre chose, mais il y a certaines de ces nouvelles qui comportent des hommages en fait à des auteurs qui te sont chers. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, alors il y a ces hommages à ces poètes dont je parlais tout à l'heure, qui c'est très présent. D'ailleurs, il y a certaines nouvelles dans lesquelles il y a des décrochements comme ça qui se font, qui sont d'ordre purement poétique, avec des poèmes versifiés, des fragments versifiés.
Et puis il y a, alors j'aurais pu les revendiquer explicitement comme tels, je l'ai pas fait, mais il est très clair que par exemple Les Hommes Soleil est un hommage au nécrophile de Gabrielle Witkop, qui est une auteure que j'adore, hein, qui me plaît énormément et qui me touche beaucoup pour sa, pour, euh, pour à la fois son univers très perturbé, très inquiétant, assez violent ou en tout cas dérangeant, et pour la tenue de sa langue et la beauté de sa langue qui moi me plaît beaucoup. Et puis dans l'année sabbatique, c'est clairement Un homme qui dort de Pérec. Je trouve que lorsque l'année sabbatique c'est la plus longue des nouvelles du recueil. Elle elle part d'une expérience tout à fait autobiographique, hein, qui est que j'ai repassé un concours, le concours de l'agrégation il y a 2 ans, et que je me retrouvais effectivement je me retrouvais, alors en plus, bon, je connaissais déjà ce texte, hein, que je trouve absolument admirable et qui m'a profondément marqué et qui me marque encore énormément, et je retrouvais dans cette expérience-là, y compris dans les textes qu'on me faisait étudier au sein de cette préparation, le texte de Pérec, la situation d'un étudiant qui se retrouve à étudier alors qu'il n'en a pas du tout envie. Alors lui, dans le texte de Pérec, il a l'âge d'être étudiant, moi je n'avais plus l'âge d'être étudiant, mais il y avait ça, et donc j'ai voulu partir un petit peu de ce miroir-là, de cette connivence-là, pour après partir sur autre chose. Parce que le protagoniste de l'année sabbatique construit un mécanisme d'échappée assez Oui, différent. c'est totalement différent de celui d'un homme qui dort, effectivement. Pour le reste, après pour le reste, je saurais pas exactement. Il n'y a pas d'hommage aussi fort, hein, aussi prononcé dans les autres nouvelles. Il doit y avoir des choses, bien sûr, hein, mais ça me vient pas à l'esprit comme ça. Okay, donc peut-être un troisième extrait, oui, qui n'est pas un hommage caractérisé, mais qui évoque beaucoup de choses, parce que c'est peut-être une des nouvelles où tu touches le plus. Ouais, c'est Reborn, hein, donc à partir du début, je crois. Oui. Donc c'est Reborn. Cette nouvelle, en fait, alors celle-ci, je peux vraiment expliquer comment elle est née. Hein. J'ai découvert que les Reborn étaient de faux bébés fabriqués par des femmes qui partaient de kits des assemblées et qui les assemblaient, qui les peignaient comme on pourrait maquiller ou embaumer un mort pour en faire des bébés plus vrais que nature, et que des femmes en achètent pour combler souvent voilà un désir de maternité qui n'est pas satisfait, ou une infertilité ou autre. Et donc j'ai fréquenté ces sites-là, j'ai trouvé ça absolument fascinant, très inquiétant, très fascinant, et donc l'idée est partie de ça. Et donc on appelle ces bébés des bébés reborn, voilà. Mais qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec des poupées, tant ils sont travaillés et tant ils sont proches de la réalité, de la chair. Tu te demandes encore si elle a existé. Tu ne trouves aucune trace de son passage à la maison, pas la moindre photo. Personne ne t'en a jamais parlé. Tu voudrais croire à une disparition simple et naturelle, comme disparaît la buée sur le miroir après ta douche. Croire qu'il est aussi facile de s'éclipser d'un négatif, de quitter la vie sans peser, en rien et pour personne. Il y a des gens qui s'évanouissent dans la nature, mais sans doute restent-ils présents à la mémoire des leurs, à distance variable, comme des corps flottants pendulaires qui par moments obturent la vue et obscurcissent la vie. Quand tu fouilles ta mémoire, tu n'en exhumes qu'un puzzle incomplet dont tu n'as d'autre choix que d'emboîter les pièces en forçant, plein contre plein, creux contre creux. C'était à chaque fois pareil. Un claquement de verrou te tirait du sommeil, suivi de halètements rapprochés. Alors tu te levais et regardais par l'entrebâillement de la porte. Et tu voyais Barbara, méconnaissable, vautrée nue sur le sol du salon, secouée de tremblements et le regard vagant dans la nuit, comme chevauchée par un corps invisible. Et puis c'était l'interminable douche qui préludait au coucher,
l'odeur de sueur et de savon mêlé qui perdurait jusqu'au matin, et les traces de pas sur la moquette et les marches de l'escalier qui montaient à sa chambre. De ton lit, tu percevais des gémissements et des clappements dans le radiateur. Barbara te l'a dit et répété. Ce sont les bruits de la chaudière, l'effet de la surpression dans les canalisations et les borborigmes de la fonte bouillante. S'il y avait au moins un homme à la maison pour régler ça, mais toi tu n'en es pas un, tu n'es pas même un enfant, tu es l'élu et le miracle, le rayonnement permanent, l'indépassable perfection du Reborn. Le cliquetis métallique qui perçait du dessous te faisait l'effet d'un train lancé sur ses rails. Tu approchais ton oreille du radiateur et tu écoutais terrifié ces virées ferroviaires en pays barbare. Parfois, tu attendais qu'elle dorme pour descendre voir, mais tu trouvais porte close. Maintenant, tu n'as plus peur du sous-sol. Tout y est parfaitement propre, réaménagé, percé et ouvert à la lumière, impeccablement ordonné, et tu ne vois rien qui puisse encore t'inquiéter. Les stylos alignés le long du clavier, les factures en attente dans le trieur, la pile de cartons prête à poster au bas de l'étagère, la rangée de produits, les pigments, les solvants et les cols, les éponges, le bouquet de pinceaux et les casiers remplis de bras, de jambes et de têtes bénies par le soleil. Et Barbara, tout à son travail de précision, voûtée sous la lampe comme une dentelière. Parfois, de vagues modulations de voix remontent de l'oubli, à mi-chemin de la plainte et du chant, mais aucun souvenir d'une phrase ni même d'un mot qu'elle aurait prononcé. Tu doutes qu'elle t'ait jamais appelé par ton nom. Quand rien ne remonte, tu t'accroches à la cicatrice qui file le long de ton flanc comme à la preuve incontestable de son existence. Une ligne claire, de chair satinée, où le duvet n'a jamais pris, marque d'une correction que Barbara t'aurait infligée pour te punir de ta curiosité et de ta négligence. Mais pour toi, ça ne fait aucun doute. C'est le vestige de votre corps natif et indivis. Bon, je vais lire. Bonjour. C'est une petite merveille de fraîcheur qui est arrivée par la poste en cette veille de Noël. J'en ai les larmes aux yeux. Si vous m'aviez vu déballer le paquet, découvrant les minois de ma petite Annabelle, aucun doute, vous l'avez fait avec amour et léché jusqu'au bout des ongles. Un vrai travail d'orfèvre dont je ne vous remercierai jamais assez. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Avec un peu d'avance, je vous souhaite une belle Saint-Sylvestre et une excellente année 2015. Annabelle et moi, vous portons dans notre cœur. Ma gratitude à jamais. Je n'oublie pas que vous êtes un peu sa maman aussi. Je passerai vous voir de temps en temps sur eBay. Sans doute pour Barbara non plus n'a-t-elle pas entièrement disparu et occupe-t-elle une zone secrète de sa mémoire. Peut-être même fait-elle comme toi dans ses rêveries lorsque tu es sûr qu'elle ne t'y prendra pas, déverrouillant cette cage intérieure où tu la tiens vivante, comme un oiseau rare aux couleurs flamboyantes, ton inséparable. Un spécimen si précieux qu'on aimerait être seul à jouir de son chant. Alors tu lui offres une échappée, la laissant voler sur la plage à tes côtés ou au-dessus des vagues dont tu coiffes l'écume de ta planche quand le vent souffle assez pour sortir. Jamais elle n'est aussi belle qu'au moment de vos secrètes retrouvailles. Auréolée de sa légende noire, se prêtant inlassablement à tes caresses et s'éparpillant à la cassure des vagues. Tu sais que tu ne dois pas parler d'elle, que tu n'en as jamais eu le droit, ni prononcer son nom, ni rappeler quoi que ce soit qui ait un rapport avec l'époque d'avant sa disparition. Le silence auquel ta mère l'a réduite, l'oubli et l'abandon auquel elle a consenti en la décrétant non avenue vous a tiré de la nuit. Il lui en coûte sans doute à elle aussi, mais c'est un geste d'amour et de vie qu'elle a fait pour toi, pour t'aider à oublier que quelque chose de vif s'est à jamais perdu. Tu veux le croire, et tu t'y accroches. Tu as 21 ans, et depuis 11 ans qu'elle n'est plus là. Tu n'as jamais enfreint l'interdit du nom, dont tu ravales les sons inaudibles lorsqu'ils te brûlent la langue de leur bec en fer rouge. Dans la cage capitonnée de ta mémoire, où tu l'as enfermée, elle est libre de chanter à tue-tête et elle ne chante que pour toi. Ne le placez pas à proximité d'une surface métallique. Les aimants implantés derrière sa bouche et dans son crâne pourraient migrer vers une autre partie du corps. Ne l'immergez pas. Ne le baignez pas. N'utilisez pas même l'éponge pour raviver ses joues. Aucune solution ni détergent, savon ou shampoing. Vous le perdriez. Contentez-vous d'un plumeau, d'un chiffon, coton sec ou blaireau, d'un souffle à la rigueur. Le mieux est l'ennemi du bien. Un rien est le mieux. Non, donc, sur cet extrait de Reborn, moi, je trouve il est assez emblématique de pas mal de choses, mais notamment d'une chose qui je trouvais très présente depuis que je connais en fait ton écriture, depuis Zone Sensible en tout cas, puisque moi j'avais pas lu ce qui précédait. C'est que tu as une façon très à toi, bien que n'étant absolument pas donc un écrivain de genre, hein, c'est-à-dire inscrit depuis ses gènes, depuis son adolescence dans le fantastique ou la science-fiction,
tu écris sur la frontière, et ça parle énormément, enfin, beaucoup de grands lecteurs de fantastique et de science-fiction, il y en a un paquet parmi les habitués de cette librairie. Je trouve ça assez étonnant parce que comme là tu le fais, il y a pas de marqueur, tu n'utilises pas de vocabulaire dédié. Tu fais presque attention de ne pas utiliser de vocabulaire dédié, on pourrait parfois se dire. Et puis pourtant, il y a cet effet d'inquiétude, de doute qui pénètre peu à peu, et qui, bon, sur les romans qui pénètrent sur 80 ou 100 pages. Oui, donc il y a un effet insidieux hein, de l'écriture qui fait que, alors même que tu n'utilises pas de terminologie fantastique, tu ne crées pas une ambiance qui est particulièrement gothique, mais des choses s'accumulent insidieusement, il se passe quelque chose, et l'inquiétude s'installe. Bon, pour prendre l'exemple de Reborn, il est clair que j'avais à l'esprit en l'écrivant tout ce qui relève du motif de l'homme artificiel au XIXe siècle, tel qu'on peut le trouver dans Le Marchand de sable d'Hoffmann, ou dans Les Futurs de Villiers-l'Isle-Adam, ou même dans Frankenstein. Donc effectivement, bon, ça c'était présent, mais alors je suis pas bon, j'ai lu pas mal de textes fantastiques, de la science-fiction très peu. Je suis pas du tout un lecteur de science-fiction. J'aimerais bien la découvrir d'ailleurs, mais j'aimerais surtout effectivement explorer aussi ces territoires-là, et peut-être que ce recueil-là est celui qui s'en rapproche le plus, parce que si la question de la métamorphose anime et irrigue mes autres romans, ici on est plus dans quelque chose qui relève de la mutation, alors, la mutation génétique ou épigénétique, enfin, avec toutes les conséquences des perturbations de l'environnement sur l'organisme et sur la physiologie. On voit bien avec Anton, la nouvelle Anton, où effectivement on a cette mutation-là d'un être qui va fonder aussi une nouvelle humanité alternative, particulièrement inquiétante d'ailleurs. Donc l'un des questionnements que je me suis posé dans plusieurs des nouvelles de ce recueil, c'est effectivement celui d'une sorte de post-humanité naissante, embryonnaire. Aucune des nouvelles ne l'aborde, n'en fait le sujet principal n'en fait son sujet principal, mais certaines débouchent vers ça, vers vers des êtres qui cherchent à se dépasser, ou qui ont été amenés, soit qui cherchent à se dépasser personnellement, comme dans l'année sabbatique, ou qui sont amenés à se dépasser parce que des facteurs extérieurs les transforment, induisent une mutation de leur corps, et effectivement une mutation qui pour eux peut paraître particulièrement alléchante, parce qu'elle elle fait d'eux des sortes de post-humains, de surhommes, et pour nous lecteurs, elle nous questionne, parce qu'elle en fait aussi des êtres particulièrement inquiétants et dangereux, parce qu'ayant perdu aussi toute une part de leur sensibilité, parce qu'ils ont aussi à affronter des expériences qui sont particulièrement difficiles, donc ils ont aussi besoin de réagir face à ces expériences-là, en mettant à distance leur émotion et leur affectivité. C'est pour ça que je trouve qu'il y a il y a une gradation que je trouvais très intéressante, parce que effectivement ce thème de la mutation, enfin de la transformation, voulue, subie, insidieuse, ou au contraire relativement brutale, c'est quelque chose qui est très présent enfin, dans les romans, mais jusque-là avec beaucoup une part qui est avant tout psychologique et individuelle, et au moment où ça devient matériel, là il y a un ressort qui est de l'ordre du fantastique ou du magique, enfin, sans que le vocabulaire soit utilisé, mais c'est bien ça qui se passe. Alors que dans plusieurs de ces nouvelles-ci, il y a effectivement quelque chose où là non plus, tu ne fais pas de cours de chimie ou de biologie, mais il y a quelque chose cette fois d'abord c'est plus collectif, c'est plus la même forme de mutation. On est assez vite certain, il y a des marqueurs, ça se passe pas que dans la tête du personnage. C'est pas lui qui vit mal sa thalassothérapie, c'est autre chose. Oui, mais effectivement, dans l'année sabbatique, il y a toujours, enfin, il y a souvent dans mes textes une
Un questionnement aussi sur voilà ce qu'ingère l'homme et ce qu'il s'administre et ce qui devient sa propre part et ce qui va finalement ce qu'il prend de l'extérieur et qu'il va s'incorporer et il va devenir une part de lui-même. C'était déjà le cas dans Zone Sensible avec le régime alimentaire qu'on lui prescrivait dans ce centre de thalassothérapie et c'est le cas dans l'année sabbatique avec ce vieil étudiant qui va s'ingérer s'administrer je ne sais combien de pilules par jour de produits qui sont voués à le transformer, enfin à faire de lui une bête à concours et qui vont en fait le mener ailleurs, hein, vers quelque chose de beaucoup plus inquiétant et d'effrayant. Oui. Non, mais voilà, Non, mais je suis d'autant plus admiratif en fait sur cette pratique de la frontière, enfin de la zone frontière, que dans mon expérience, beaucoup d'auteurs, hein, qui sont de très bons écrivains par ailleurs, mais quand ils s'aventurent en fait sur une thématique fantastique ou science-fiction, ils échouent très souvent. C'est-à-dire que et c'est pas uniquement une question de maîtriser des codes, parce que c'est pas que des codes formels. Il y a aussi une question d'imprégnation, de prendre les choses au sérieux et de savoir les détourner. Et il y a beaucoup d'échecs. Enfin, en tout cas, du point de vue d'un lecteur régulier, hein, de science-fiction ou de fantastique. Et je trouve que non seulement tu t'en sors très très bien, mais c'est authentiquement passionnant. Enfin, c'est sur le fil, hein. Il y a une frontière, on a un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, et ça fonctionne extrêmement. Alors, je pense aussi que c'est soutenu par une langue, et c'est ce qu'on disait au début, hein, qui est d'une puissance en fait qui porte le propos mieux que bien des discours analytiques en fait. merci pour tous ces compliments, ça me touche beaucoup. Je ne sais trop quoi te répondre, si ce n'est que bon, il y a effectivement ça, et puis il y a aussi, enfin moi j'ai toujours été, enfin tous mes textes parlent de ça, enfin de la folie. Il y a quelque chose de très psychiatrique dans ces textes-là qui touche à ça, qui touche à la folie. C'est un territoire qui m'intéresse beaucoup, auquel je m'étais beaucoup intéressé lorsque j'avais lors de mes études quand j'avais travaillé sur la question du rêve chez Michaud. J'avais fréquenté beaucoup de textes sur l'autisme, sur la schizophrénie, sur tout un tas de psychopathologies qui m'avaient beaucoup intéressé et ce sont des territoires qui m'intéressent parce que cette frontière là dans nos existences, elle est extrêmement ténue, elle est extrêmement friable, extrêmement fragile et c'est un petit peu ces basculements-là, sourds ou sournois qui m'intéressent, parce qu'ils peuvent s'opérer et advenir sans crier garde et venir totalement submerger notre réalité et notre quotidien. J'aime beaucoup ce mot de basculement sournois. C'est vraiment effectivement ce qui est à l'œuvre dans ces nouvelles de manière très spectaculaire, alors même que justement c'est sournois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on peut dire bon là ça y est on a basculé, mais on sent un déséquilibre presque en permanence. Enfin, au bout de quelques lignes, il y a un déséquilibre très très profond et en même temps c'est difficile de mettre le doigt dessus. Et ça je trouve que c'est vraiment un art d'écriture qui est pas fréquent, quoi, de créer ce déséquilibre et de le maintenir en fait sans reposer uniquement sur une chute, enfin, même s'il y a des chutes. Peut-être un autre extrait. Ce soir-là, donc, j'avais été invité à lire des extraits de mon dernier roman dans une petite librairie de mon quartier. Jamais jusqu'alors je ne m'étais prêté à l'exercice, répugnant non seulement à soumettre mes textes à mes piètres talents d'interprète, et plus encore à ennuyer les gens, comme il m'arrivait moi-même de l'être lorsque tel ou tel de mes amis me priait d'assister à ce genre de pinsomme. On ne manquait pas d'interpréter mes dérobates comme un caprice. J'avais néanmoins fini par céder aux insistantes propositions de Max, qui tenait une librairie à 2 pas de chez moi. Un lieu que j'affectionnais, où il m'arrivait d'aller chiner, non pour ces têtes de gondole qui offraient la même nourriture insipide que partout ailleurs, cette part-là avait le mérite d'assurer sa survie, mais pour certains de ces recoins dédiés aux livres d'occasion. Là s'entassaient dans le plus grand désordre des montagnes de livres jaunis, fruits de ces déambulations aux puces chez les brocanteurs et autres bouquinistes. J'aimais y fouiller pendant des heures, certain d'en tirer des raretés et curiosités relevant des sciences naturelles et du paranormal qui alimentaient mon inspiration. Max appréciait mes romans et sans doute s'enorgueillissait-il de ce que je trouve chez lui leur matière. Il m'avait maintes fois sollicité pour sa séance de lecture hebdomadaire, en vain jusqu'ici.
Mais la sympathie que je lui portais, jointe à la reconnaissance qu'il me semblait lui devoir, avait fini par l'emporter sur ma défiance. Max était un homme discret, au regard fuyant, visiblement honteux de son visage affreusement grêlé, séquelle probable d'une forme d'acné juvénile si sérieuse qu'elle semblait ressusciter la variole. Du front au menton, ce n'était que cratères, boursouflures et fibrose, de sorte que je m'étais plu à imaginer, pour donner quelque fantastique dignité à sa laideur, qu'il avait dû quitter le ventre de sa mère pour tomber tête la première sous la torture d'une vierge de fer. À force de fréquenter sa librairie, j'avais surmonté la répulsion physique qu'il m'inspirait. Il connaissait mes goûts et mes marottes, me réservait des livres lorsqu'il les jugeait relevés de ma curiosité. Prescripteur de talent, jamais il ne se trompait, comme s'il lisait en moi un cerveau ouvert. Il les ôtait des piles d'occasion et les sortait de sa réserve lorsque nous nous voyions. Si tout au long de la semaine, Max parvenait à effacer derrière ses livres, déléguant le soin de la représentation à l'appétissante Johanna comme un boucher eût suspendu sa plus belle oie en devanture, il se révélait pleinement lui-même le vendredi soir, à l'occasion de cette séance de lecture dont il avait fait une sorte d'institution et même de rite. Il se métamorphosait, devenant affable et volubile, comme si ces soirées avaient le pouvoir de lui faire oublier les injures de la nature. Aussitôt après la fermeture, il avait l'art de réinventer l'espace de sa librairie pour en faire un lieu intimiste et inspiré. Il accrochait au mur de vieux portraits d'écrivains de sa collection, allumait des bougies, plus d'une fois j'avais frémi à l'idée du brasier auquel nous échappions, poussait de part et d'autre les présentoirs roulants et disposait des rangées de chaises que curieux ou habitués des lieux se pressaient d'occuper. Paco, l'un de ses amis guitaristes, ouvrait la séance d'un ou deux morceaux d'ukulélé. Plus que sa musique qui réjouissait l'assistance, je ne pouvais chaque fois m'empêcher d'essayer de deviner le motif et la superficie des tatouages qui, au gré de ses mouvements, débordaient de ses manches et cols de chemise. N'en dépassait jamais plus de quelques centimètres d'arabesque d'un noir profond qui pouvait tout aussi bien suggérer des colliers et bracelets permanents que les extrémités d'une figure énigmatique et majestueuse ornant l'intégralité de son corps. À force de scruter les vagues, de suivre leurs enroulements et leurs développements, j'ai fini par ne plus rien voir d'autre. À mon arrivée à Covadis, je me suis donné pour tâche d'apprivoiser cette matière changeante, d'engloutir le souvenir de leur corps turbulent dans ces remous désincarnés, d'inoffensives figures géométriques que la fixation prolongée change en mandalas tournoyants. Des paquets d'eau, des transfusions de masses contrariées, d'inoffensives courbes brisées, de la houle changée en mousseline qui sécrète sur les premiers rochers, jetant ses éclats de meringue à l'assaut des falaises. Il n'est rien d'autre à voir, rien, qu'un algorithme dont j'ai décortiqué les processus. Je veux croire que la masse torturée de l'océan se résume à une somme de courants, de surface et de fond, de glissements et d'échanges. Alors, délesté de ma charge d'auteur, je m'accommoderai du souvenir de leur corps et pourrai rentrer chez moi, regagner mon quartier et, à défaut d'y pénétrer, passer et repasser devant cette librairie, courbant l'échine et le regard fixé au sol, comme l'avait cette femme, la première à en avoir poussé la porte ce soir-là. Alors, je tiens à signaler que La librairie Caril figure dans un roman de Jérôme Leroy, figure dans un roman de Jean-Luc Manet, mais n'a aucun rapport avec celle-ci, quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je crois vraiment pouvoir le dire, quand même. Donc, on va profiter de la présence de Benoît Leroux, donc de la moitié de l'Ogre, pour une question qui s'adresse à l'éditeur, en fait, puisque l'Ogre est un éditeur qu'on aime beaucoup et qui se distingue notamment, il n'est pas le seul, mais il est l'un de ceux qui est le plus, semble-t-il, drastique dans ce domaine, qui a une véritable ligne éditoriale. Et donc moi ça m'intéressait beaucoup de savoir comment s'était faite, Romain en a dit quelques mots au début, mais comment s'était faite cette rencontre et comment finalement Ravive s'inscrit dans l'ensemble du catalogue et de l'œuvre en fait de l'Ogre. Non, déjà. Donc on a toujours dit depuis le début que la ligne a été bougée par les auteurs. On avait nous défini un point de départ qui était Max Blecker, un roman des années 30, et qu'on allait faire du contemporain, donc la ligne allait bouger en fonction des auteurs. Et c'est vrai que Romain a la particularité, c'est qu'on l'a rencontré avant même qu'on ait d'avoir publié quoi que ce soit. Donc le projet, la langue de Romain, elle habitait le projet de l'œuvre. Enfin le projet du texte de Romain et sa langue habitaient le projet. Donc du coup, d'une certaine manière, on a aussi habité avec lui comme un espèce de compagnonnage tout au long de ces 2 premières années. Donc ça c'est important parce que ça a beaucoup influencé ce qu'on publiait à l'œuvre aussi. Ça explique des choses comme Carter, par exemple. C'est en tout cas l'évidence de Carter pour nous, des choses comme ça. Et pour moi, il y a 2 réponses. Une réponse un peu institutionnelle de l'Ogre, puisque Aurélien n'est pas là, du coup je l'endosse, qui est celle de la langue, mais ça vous avez ouvert en fait la rencontre là-dessus. C'est l'idée que la langue de Romain, c'est une langue qui est
qui créent des basculements. Et que c'est à l'aube, en fait, c'est des langues qui créent des basculements, que ce soit vers le fantastique ou vers une sensibilité, une subjectivité différente, etc. C'est une langue enfin, c'est en tout cas une langue qui est au cœur de l'écriture, au cœur de la fiction, et qui est un outil pour créer un rapport avec la fiction, etc. Et donc ça, Romain ouvrait tout un pan qui était assez extraordinaire pour nous, parce que c'était pas un pan de genre, c'était un pan de jeu avec le genre et de jeu avec des univers. Et du coup, là, c'était très important pour moi, parce que je suis pas sûr vraiment d'en avoir discuté avec Romain déjà, mais il y a beaucoup de choses dans l'écriture de Romain qui sont très très proches des univers, moi, qui m'ont poussé à devenir lecteur puis éditeur, en fait. Qui est la possibilité du fantastique, ou en tout cas de l'horreur, et de la créature permanente partout, dans les pierres, etc. Et donc, du coup, ça, je retrouvais cet univers-là dans le roman. Et donc, du coup, c'est de mon point de vue, en tout cas, enfin, demi-éditeur, je sais que ça a beaucoup influencé le désir que j'avais de publier roman à l'œuvre. D'accord. Peut-être avant un dernier extrait, enfin juste quelques mots, puisqu'on approche de notre conclusion. Moi, je voulais simplement dire, pour ceux qui connaissent déjà donc, les romans de Romain, vous serez probablement stupéfiés par la puissance supplémentaire en fait, qu'apporte ce recueil de nouvelles. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous verrez que c'est une porte d'entrée assez magique en fait, dans cet univers qui est complexe, qui est magnifique, très très beau, et en même temps qui a effectivement un côté machiavélique, un côté parfois un peu diabolique, et qui est passionnant de bout en bout, avec des nouvelles qui ne se ressemblent pas du tout entre elles, même s'il y a des fils, évidemment, qui passent, et qu'on sent bien qu'il y a eu un travail de composition qui nous accompagne tout au long de la lecture, sans qu'on puisse voir les coutures, en fait. Et vraiment, moi, c'est un des plus beaux recueils de nouvelles que j'ai lus ces dernières années, quoi, réellement. Donc vraiment, je vous encourage à le truc. Et bon, comme on le dit chez Carib à peu près à chaque rencontre depuis le mois de mai, comme Noël approche, n'hésitez pas à en prendre plusieurs exemplaires pour offrir, évidemment. Donc le dernier extrait est tiré d'une nouvelle c'est le début d'une nouvelle qui s'intitule Les Hommes Soleil. Chaque kilomètre rapprochait Nell des Hommes Soleil. C'est à Valcamonica qu'il les avait vus pour la première fois. Il n'avait rien retenu d'autre de ces quelques jours d'enfance passés en Lombardie. Rien des parcelles verdoyantes qui les menaient sa mère et lui aux rives de l'Oglio, ni des grappes noires et juteuses de cardinal qu'il cueillait pour étancher sa soif sur les sentiers brûlants de la Concarena. Il en revenait saoul d'avoir marché des heures, la gorge et le t-shirt maculé de rouge. Il visionnait les photos que son père avait prises des figures ornant les roches moutonnées, révélées à la lumière rasante du crépuscule, et il s'endormait au récit que l'anthropologue faisait de ses journées, à l'évocation des gravures qu'il avait recensées, des spirales et réticulées, des centaines de têtes cornues, des arsenaux de poignards, de hallebardes et de haches dont Nell armait les hordes de guerriers qui assaillaient ses nuits. L'homme lui contait des histoires de chamans et de peuples nomades, la légende de l'esprit de la montagne qui nimbe chaque matin le pic Badil d'un orbe majestueux pour fendre le massif au couchant d'un ray aveuglant de lumière. Il lui parlait des hommes soleils d'Asie centrale, des gravures qu'il étudiait au Kirghizistan, dès la fonte des neiges, plus nombreuses que les étoiles du ciel. Dans ses rêves, Nell enfourchait un cheval écumant, fendait au galop les steppes d'altitude, remontait les pentes rocailleuses des gorges sous l'œil tutélaire de l'Ibex, entre les roches constellées d'hommes soleil, qu'il attrapait de son lasso et jetait dans le cercle blanc de ses nuits. Un matin de cet été-là, son père l'avait emmené avec lui. Ils avaient arpenté la montagne, par les sentiers d'abord, traversé les alpages, suivi la moraine de l'ancien glacier jusqu'au premier poli, et marchèrent encore entre les blocs et les dalles gravées. Alors il lui était apparu, la tête auréolée de rayons incandescents. Le cœur de Nell s'était contracté, le sang battait furieusement à ses tempes, sa tête s'était mise à fourmiller et la nuit s'était abattue comme un volet déglingué. Il les avait dès lors poursuivis sans relâche, dans ses dessins d'abord, dont il peuplait les marges de ses cahiers d'école, puis dans les rêves indiens, lorsqu'il apprit que le soleil se passait d'oxygène pour brûler. Dans ces moments-là, ses oreilles bourdonnaient, le soleil entrait en convulsion et la chambre magmatique dansait autour de lui. La lumière aveuglante frappait contre les vitres et battait à ses tempes. Alors ses carotides éclataient sous la pression des cordes, son corps rassemblé en comète s'embrasait et fusait dans la nuit et les spasmes de l'anoxie. Et voilà qu'après toutes ces années, il allait enfin revoir les hommes soleil. Il roulait vers eux, guidé et confiant. Il savait qu'ils l'attendaient tout au bout de la route, qu'ils courberaient leurs rayons et lui ouvriraient leur cœur de feu.
Enfin, il se sentait digne d'être reçu par eux. Il avait accompli ce que personne n'avait osé leur sacrifier. Il suffisait maintenant de rouler, ce n'était qu'une question de temps, de jours, un décompte solaire pour l'apothéose. Très bientôt, il serait leur égal, homme-soleil parmi les hommes-soleil. Père, tu es maintenant le cerf maral à l'empaumure de feu. Tu resplendis dans l'acier du couteau, dans le sillage de l'aigle, dans chaque pierre de la vallée des merveilles, dans la bouse du yak, l'éternel basalte. Nell avait fait le plein, avalé une pilule de Sky et quitté Los Angeles en milieu d'après-midi. Peu à peu, le massif du mont Baldy s'était évaporé dans les ondes de chaleur qui s'élevaient des plaines californiennes. Des jours de route à travers les terres arides du désert l'attendaient, mais le sang coagulé sous ses ongles qu'il rongeait lui en donnait la force, enflammant son propre sang du corps astral de Ben. Il roulait, le regard fixé sur la ligne discontinue qui filait vers l'horizon. Elle partageait le paysage en 2 portions parfaitement symétriques, comme l'avait fait sa lame des jours plus tôt, séparant les corps de Kenji et des jumeaux. Gâtés par le temps, ils avaient facilement cédé sous la lame, leurs os se désarticulant comme ceux d'une volaille trop cuite. Bon appétit. Merci à Hugues, à Marianne, à Anaïs qui m'accueille ce soir dans cette belle librairie. Merci à vous tous qui êtes venus ce soir en nombre, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous.